Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Dans cet épisode, on va prendre la direction de la Commission des affaires culturelles qui entend les responsables de l'audiovisuel public dans le cadre des auditions qu'elle mène traditionnellement en début d'année. Ce 18 février, c'est Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France, qui est entendue. Précisons que cette audition se tient alors même que la commission d'enquête qui planche sur le financement et la neutralité du service public poursuit en parallèle ses auditions. Bonne séance à tous, à tout à l'heure. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation vous entend régulièrement, en particulier dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui prévoit que les présidents de France Télévisions, Radio France et France Média Monde lui présentent chaque année un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'ils président. La Commission ne vous a pourtant plus reçu depuis novembre 2024. Vous aviez alors été entendu avec vos homologues à propos des projets de contrats d'objectifs et de moyens pour la période 2024-2028. Ces contrats avaient reçu un avis défavorable de notre Commission, comme de la Commission Culture du Sénat. Ils n'ont donc jamais été signés. Les trois sociétés concernées ne sont ainsi plus couvertes par un COM depuis la fin 2023. Néanmoins, l'ARCOM a réalisé son rapport annuel sur l'exécution de votre cahier des charges au titre de 2024 et vous nous avez adressé un bilan d'activité pour ce même exercice. Ces documents ont été transmis au commissaire et je suppose qu'à ce moment de l'année, vous pourrez également nous présenter les principaux résultats de Radio France pour l'exercice 2025 ainsi évidemment que vos priorités stratégiques pour l'année 2026. Pour ne pas être plus long et pouvoir rentrer rapidement dans le vif du sujet, je vais tout de suite, Madame la Présidente, vous laisser la parole pour une présentation liminaire d'une quinzaine de minutes. Je donnerai ensuite la parole aux différents orateurs de groupe pour une durée de 2 minutes et nous aurons, s'ils le souhaitent, des questions individuelles de certains de nos collègues. Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Chaque année, nous sommes auditionnés par votre commission pour vous rendre compte de notre bilan et de nos projets. Mais cette année, le contexte est un peu différent. Les débats sur l'audiovisuel public ont été très fournis, avec la commission d'enquête qui est en cours et qui siège dans une salle non loin d'ici. Beaucoup de questions y sont posées et mes équipes et moi-même, nous nous attachons à y répondre avec précision. Pour l'intérêt de nos échanges de ce jour, je vous propose de procéder un peu différemment des autres années. Je voudrais d'abord concentrer mon propos introductif sur des informations vers lesquelles le débat médiatique va naturellement un peu moins et qui, pour autant, font la raison d'être des médias de service public. Et à votre invitation, Monsieur le Président, pour la première fois, ce propos sera illustré par des diapositives qui s'afficheront. Alors, puisque j'ai le plaisir de m'exprimer devant la Commission des affaires culturelles, je voudrais commencer par parler de culture. Au dernier trimestre 2025, la Radio France Culture a brisé un plafond de verre. Elle a dépassé les 4 points d'audience. Personne n'aurait osé en rêver il y a encore quelques années. Cela signifie qu'à l'époque de l'immédiateté et du crawling superficiel, il est encore permis de croire dans les idées, dans le temps long et dans la transmission des savoirs et avouer que cela fait du bien. Ce succès n'est pas une réminiscence d'un ancien monde médiatique, c'est un succès moderne, d'abord parce qu'il se confirme sur le numérique. France Culture surnage dans la nouvelle ère du podcast et classe chaque mois plusieurs de ses programmes dans les podcasts les plus écoutés du pays. Les Pieds sur Terre, Le cours de l'histoire, La science et QFD ou Avec philosophie. Qui aurait pu croire qu'à côté de Léna Situation et Hugo Décrypte, les stars du podcast seraient aussi Sonia Kronlund, Xavier Mauduit, Natacha Triou ou Géraldine Mühlmann. C'est un succès moderne aussi parce qu'il se vérifie chez les jeunes. En 5 ans, les moins de 25 ans qui écoutent France Culture ont quasiment doublé. On a connu une hausse de 90%. C'est une dynamique que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur une chaîne où la culture est très présente, France Inter, qui est aujourd'hui, chez les moins de 25 ans, la première radio parlée. Les 2 premières radios écoutées par les jeunes étant naturellement des radios musicales. La première radio qui vient juste derrière, c'est France Inter, qui compte d'ailleurs chaque jour
1 million d'auditeurs de moins de 35 ans. On parle souvent de nous pour l'information, mais ces résultats montrent que pour les Français de toutes les générations, nous sommes tout autant un service public de la culture et de la connaissance. Dans ce domaine, l'époque amène son lot de bouleversements. C'est pourquoi en septembre dernier, nous lancions un grand appel pour la liberté de savoir avec une centaine de représentants du monde de l'enseignement et de la recherche, dont l'objet était de faire ensemble face au recul de la science, aux remises en cause des faits au profit des opinions, qui a recueilli en quelques jours 10 000 signatures. À Radio France, nous sommes un des maillons de cette chaîne du savoir, en produisant chaque semaine 500 heures de savoir dans toutes les disciplines que l'on s'efforce de rendre attractives au grand public. Il suffit de voir la Philippe Collin Mania, qui a, je crois, aussi gagné certains d'entre vous, en plus du grand public. Notre autre réponse, ça a été de faire de notre plateforme numérique une véritable bibliothèque de poche, avec une offre quasi illimitée de podcasts. Et nous y diffusons d'ailleurs ce que produisent de grandes institutions de savoir pour les rendre accessibles à tous les Français. Et là aussi, notre proposition convainc, puisque la progression des écoutes sur notre plateforme est massive, avec 1 milliard d'écoutes de plus que l'année précédente. Cet accès à la culture et à la connaissance, c'est notre manière de répondre à la mission de cohésion sociale qui est inscrite en bonne place dans notre cahier des missions et des charges et qui concerne aussi la musique. En 2025, l'Orchestre national de France a continué son grand tour dans des villes moyennes, Besançon, Compiègne, Arras, où des orchestres symphoniques ne se produisent quasiment jamais. Et ce sont à chaque fois des rencontres entre le public et nos musiciens qui changent la donne. Nos formations musicales ont également été présentes dans les moments importants de la vie de la nation, joyeux comme douloureux. En 2024, c'était les Jeux Olympiques. En 2025, cela a été la commémoration des attentats du 13 novembre, où les voix du cœur ont résonné à l'unisson des Français. On travaille toujours à être au rendez-vous de ces moments de la vie de la nation. Et 2025 nous en a donné d'autres illustrations de cette connexion avec les besoins de la nation. La première, c'est la naissance d'une radio pour les enfants. Je sais l'attention que la représentation nationale, et cette commission en particulier, porte à la jeunesse, vous qui avez voté récemment l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Face à l'urgence de l'enjeu, nous avons nous aussi souhaité envoyer un message fort aux familles. J'avais annoncé en avril dernier notre projet d'une chaîne 100% enfants et dès octobre, nous lançons une Petit France Inter qui, en 3 mois d'existence, a déjà comptabilisé 1 million d'écoutes en direct, s'ajoutant aux 60 millions d'écoutes cumulées par nos podcasts enfants sur l'année 2025. C'est un exemple concret de la manière dont notre service public sait s'activer dans des temps records pour apporter des solutions concrètes à des problèmes de société. Et c'est notamment notre modèle de production interne qui fait cette agilité. Pour fêter en 2025 les 50 ans de Radio France, nous avons d'ailleurs choisi un symbole d'agilité, de légèreté et de mouvement, la gazelle, pour dire avec humour que nous sommes tout sauf l'image du mammouth qui sert parfois à caricaturer les services publics dans ce pays. Et au moment où je vous parle, aujourd'hui même, nous lançons mon tout petit France Inter, la web radio pour les 2 à 6 ans que les familles vont pouvoir découvrir à l'occasion des vacances scolaires qui démarrent bientôt. À l'autre extrémité de la jeunesse, pour ceux qui préparent le baccalauréat, nous lançons dans quelques jours l'offre 100 jours, 1000 podcasts dans toutes les disciplines. Ainsi, un lycéen pourra y écouter Rimbaud non plus seulement comme un objet scolaire, mais comme une œuvre incarnée. Être connecté au pays, c'est naturellement aussi par l'information que cela se traduit, et cela a donné lieu aussi à de grands moments d'antenne cette année. Je pense au témoignage inédit sur récit du policier de Carpentras qui a découvert l'affaire Pellico, à l'interview bouleversante d'Amine Kessassi, juste après la mort de son frère, dans le nouveau podcast vidéo de France Info,
ou à celle de Sophie Adno par Benjamin Duhamel. À la couverture aussi de l'actualité internationale qui a beaucoup occupé nos journaux tout au long de l'année. Et nous avons d'ailleurs pu sortir des séries de podcasts en quasi temps réel pour éclairer en profondeur les moments absolument historiques que nous étions en train de vivre. C'est par exemple la collection en 6 dates clés de Thomas Negaroff sur la DZ Mafia, sur les relations France-Algérie, sur les oligarques de la Silicon Valley ou encore sur l'impérialisme américain dont on a senti le retour cette année. Il y a aussi les moments où l'actualité n'est pas relayée, mais n'est véritablement chez nous. Par exemple, lorsque France Info a révélé l'affaire de l'enfant tondu dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance à Paris, qui a fait l'effet d'une secousse dans le débat sur la protection de l'enfance. Ou avec de grandes enquêtes d'intérêt public de la cellule d'investigation sur les laits infantiles ou les polluants dans l'eau. Pour y arriver, pour produire du neuf, sans reprendre les mêmes sujets que tous les autres médias, il n'y a pas de secret, il faut partir du terrain. Et cette saison, nous avons poussé les curseurs au maximum. Nous avons augmenté de 20% le volume des reportages en matinale et proposons chaque semaine 100 heures de terrain sur nos antennes. Pour faire remonter un état des lieux de ce qui occupe vraiment les Français au quotidien, notre réseau de 44 radios locales ici a lancé le cycle « Vivre et travailler ici », puis une consultation citoyenne « Ma commune, mon maire et moi », à laquelle plus de 80 000 personnes ont déjà participé. C'est également avec une présence massive sur le terrain que nous avons axé notre couverture des élections municipales. France Inter se délocalise à Marseille, Nice, mais aussi à Luis, un village de 1000 habitants dans l'Ain, ou à Marmande, une ville de 10 000 habitants dans le Lot-et-Garonne. France Info à Niort, Nîmes, Cholet ou encore Besançon. Et si le terrain est aujourd'hui si important, c'est parce que c'est la meilleure réponse à la vague de désinformation qui s'amplifie. En fin d'année, vous avez peut-être repéré cette pagaille immense qui a été créée en Angleterre par une fausse image d'un pont ferroviaire effondré, alors que le pont était parfaitement intact. La désinformation, vous le savez, peut être le fait de déstabilisation étrangère, mais aussi de milliers de comptes qui industrialisent la production chaque jour de contenus trompeurs et rémunérateurs. Résultat, 53% des Français disent avoir du mal à distinguer une vraie information d'une fausse et on les comprend. Face à un tel phénomène, notre responsabilité change. On ne doit plus seulement relater le réel, mais en devenir les défenseurs actifs. Et c'est notamment le rôle de notre agence Radio France qui nous garantit le plus haut standard de vérification des faits avant leur énoncé sur nos antennes. Mais on a devant nous, mesdames et messieurs les députés, un défi majeur dont personne ne parle aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le zéro clic. La moitié des Français utilisent déjà l'intelligence artificielle générative et jamais une technologie numérique n'avait été adoptée aussi vite, devenant un usage quotidien chez les jeunes qui l'utilisent pour chercher de l'information. Concrètement, ils posent des questions à ChatGPT ou à un autre assistant et obtiennent une réponse sans jamais visiter un véritable site d'information. Et je voudrais le dire devant vous ce matin, c'est un véritable danger. Parce que ce rôle d'informer la population, qui peut vouloir le confier sans partage à des acteurs qui n'ont ni responsabilité, ni obligation déontologique? Cela vaut pour tous les contenus, pas uniquement les contenus d'information. Et d'ailleurs, c'est aussi une question de souveraineté culturelle. Comment garantir la vitalité de la création et de l'identité française si les gatekeepers obéissent à des intérêts qui ne sont pas nos intérêts nationaux? Et pourtant, c'est bien ce qui se profile devant nous. Il y a ce qui sera possible aux législateurs de faire, mais nous aussi, à Radio France, nous commençons à y travailler activement pour renforcer le lien direct entre les citoyens et nous et éviter que cette intermédiation finisse par nous mettre hors circuit. Et c'est là que notre transformation numérique est cruciale. En 2025,
nous avons accompli un changement d'échelle. Désormais, plus de la moitié des écoutes de nos contenus, que ce soit en direct ou en podcast, se font directement sur la plateforme Radio France. Autrement dit, nos publics viennent plus chercher nos contenus directement chez nous et moins désormais via des intermédiaires. C'est là aussi une réussite majeure d'ici. En janvier 2025, nous lancions notre nouvelle marque de proximité ici avec l'ambition de booster sa modernité et son offre numérique. En un an tout pile, la plateforme numérique ici a fait plus de 80% de croissance, ce qui est spectaculaire. Ce travail sur l'attractivité de nos plateformes est l'un des enjeux de l'ouverture de notre plateforme à des podcasts studios indépendants annoncés récemment. C'est un pas de plus pour faire de Radio France la plateforme de référence du podcast en France. Et c'est à la fois un service plus grand rendu à nos publics et un soutien direct à la filière audio française sur laquelle nous avons toujours veillé à avoir un effet d'entraînement et de solidarité. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, voici à quoi servent les moyens que vous nous confiez chaque année à la réalisation de nos missions prévues de notre cahier des missions et des charges, mais aussi à la préparation de l'avenir. 2025 a été une année où la Cour des comptes, dans le rapport public qu'elle a rendu en janvier, a salué nos résultats, aussi bien en termes de performance qu'en termes de rigueur de gestion et de transformation. C'est pourquoi je voudrais finir ce propos introductif par vous dire que combien les économies successives que nous avons eues à réaliser ces dernières années ont été l'objet d'efforts considérables et sont de plus en plus durs à réaliser. Dans ce moment où l'audiovisuel public est légitimement regardé, mais parfois injustement dénigré, je tiens par conséquent à remercier tous ceux parmi vous qui nous ont témoigné leur soutien pour que l'on puisse garder les moyens de notre action et que notre service public, s'il peut et doit d'ailleurs encore s'améliorer, soit protégé dans l'intérêt du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et effectivement, ce support était très utile pour pouvoir avoir les données chiffrées auxquelles les députés sont attachés dans le contrôle de votre activité. Je vais maintenant tout de suite donner la parole aux différents orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national, Madame Anne Sicard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je veux vous parler de votre traitement médiatique de l'assassinat de Quentin de Ranque. 6 hommes ont frappé à mort le jeune Quentin. Ils lui ont fracassé le crâne à coups de pied. Le parquet, vous le savez, a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Mais Radio France a choisi le mot de rixe pour parler de ce meurtre. France Inter, un militant identitaire grièvement blessé dans une rixe. France Culture, une rixe avec des militants antifascistes de la Jeune Garde. France Bleu, décès lors d'une rixe. Madame Veil, savez-vous ce que signifie ce mot? Une rixe est un combat entre 2 groupes. Cela implique une responsabilité partagée. Mais 6 hommes contre un seul qui meurt, c'est un lynchage et un meurtre. Et ce n'est pas la première fois que Radio France minimise les faits. En 2023, Thomas Perotto avait 16 ans. À Crépol, quand ces assassins armés de couteaux de 25 cm criaient « On est là pour tuer du blanc », votre journaliste Patrick Cohen avait évoqué des jeunes venus s'amuser. Et sur vos antennes, on parlait aussi de rixe. L'ARCOM a d'ailleurs recadré Patrick Cohen. 2 lynchages, 2 meurtres, 2 fois la même minimisation et 2 fois le même mot rixe. Radio France récidive à l'identique. Alors ma question est simple, Madame Veil. Pourquoi Radio France utilise-t-elle le terme rixe lorsque la victime est un jeune homme et la catholique de droite? Les bourreaux et leurs victimes ne sont pas les bons pour vous? Pourquoi minimiser le crime, souligner que Quentin était un militant nationaliste, souligner qu'il assistait à des messes en latin? Pensez-vous que pour cela, Quentin méritait de mourir? Rien ne justifie la mort de Quentin, rien. Alors, pourquoi vous protégez qui, Madame Veil? L'extrême gauche qui tue? Radio France est financée par tous les Français, y compris ceux qui pleurent Quentin. Ils méritent la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie.
Merci, chers collègues. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Céline Calvez. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je souhaite tout d'abord au nom du groupe Ensemble pour la République à saluer le travail que vous accomplissez avec l'ensemble des équipes de Radio France. Les chiffres de l'année 2024 le confirment, Radio France joue aujourd'hui un rôle central dans le paysage audiovisuel français. Dans un contexte marqué par la fragmentation des usages, la concurrence des plateformes, les défis informationnels, votre entreprise conjugue performance d'audience, transformation numérique, exigence éditoriale et engagement sociétal, et renfort de sa position de média de confiance moderne et fédérateur. Vous avez montré ici tout ce que fait Radio France et pas seulement tout ce que fait Radio France sur une phrase. Et je pense que c'est important qu'on ait l'attention dessus. Sur le plan culturel et éducatif, l'engagement du groupe est essentiel. Nous rappelons l'existence des formations musicales, la production des concerts, les captations, les partenariats avec les institutions culturelles, les initiatives, et vous les avez mentionnées, en direction de la jeunesse, du monde scolaire. Ça participe pleinement au rayonnement culturel de notre pays. Dans un contexte où l'éducation aux médias et l'information est devenue un enjeu démocratique majeur, Radio France joue un rôle structurant et doit continuer à le faire. Je tiens également à souligner l'effort constant en matière d'innovation. Vous investissez dans les outils numériques. Vous investissez par exemple en proposant des enceintes Merlin, ces radios sans écran destinées aux enfants, mais également dans l'amélioration de l'accessibilité des contenus pour toutes et pour tous. L'expérimentation autour des données, autour de l'intelligence artificielle et des nouveaux formats sonores démontre une capacité d'adaptation remarquable. Radio France a su conjuguer tradition radiophonique et modernité technologique. Dans le contexte de guerre informationnelle, marqué par des attaques récurrentes et encore aujourd'hui visant l'audiovisuel public, comment renforcer sa capacité à garantir une information exigeante, indépendante, impartiale et pleinement pluraliste? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe LFI, M. Aymeric Caron. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je vous ai entendu parler il y a quelques instants de la lutte indispensable contre la désinformation. On doit devenir des défenseurs actifs du réel, avez-vous exactement déclaré. Très bien, je suis d'accord. Selon Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Amnesty International, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Human Rights Watch, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Médecins sans frontières, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne Physicians for Human Rights, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la Fédération internationale pour les droits humains, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Association internationale des chercheurs sur le génocide, qui comprend un demi-millier de chercheurs à travers le monde, Israël commet un génocide à Gaza. Mais, selon Sophia Aram, chercheuse d'humour sur France Inter, Israël ne commet pas de génocide à Gaza. Sophia Aram tient à cette théorie négationniste, dès qu'elle le peut, elle la répète. Elle fait que ça, elle s'en prend depuis plus de 2 ans, chaque semaine aux défenseurs du droit international à Gaza, qu'elle harcèle, qu'elle insulte, qu'ils soient juristes, étudiants ou élus de la République. Elle vient d'ailleurs de reprendre sur son compte X la fake news sur Francesca Albanese, accusée à tort par l'extrême droite israélienne d'avoir dit qu'Israël est l'ennemi commun de l'humanité. Un énorme mensonge de plus pour Aram. Aram qui revendique par ailleurs d'être une admiratrice de la militante d'extrême droite Mila, récemment condamnée pour propos racistes. Vous admettrez donc qu'il est difficile de comprendre le lien qui unit Sophia Aram aux valeurs du service public. J'ai donc une question. Sophia Aram, jusqu'à quand? Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Aïda Hadizadeh. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, moi je fais partie des députés qui depuis quelques semaines siègent et assistent aux auditions de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et parmi toutes les auditions, celles qui m'ont le plus marquée, c'est celle où des salariés, des représentants des salariés sont venus témoigner entre autres choses de leur profond mal-être et des difficultés qu'ils rencontraient à exercer leur métier dans le climat que nous-mêmes, parlementaires, nous avons instauré via cette commission d'enquête. Je dis nous, mais je ne devrais pas dire nous parce que le rapporteur de cette commission d'enquête a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, et par le président, et par les membres, mais aussi par la présidente de l'Assemblée nationale, parce que la manière dont il conduit ces auditions
contribue non pas à enquêter sur l'audiovisuel public, mais à mener une véritable campagne de dénigrement de l'audiovisuel public. Et aujourd'hui, ce matin, je voudrais à nouveau leur présenter mes excuses à travers vous. Je suis effondrée que nous, qui devons par notre travail assurer la paix, la sérénité et l'union dans notre pays, nous contribuons à créer un profond malaise, un mal-être chez des salariés qui font leur travail le plus honnêtement possible. Et par moments, j'ai l'impression que cette commission d'enquête s'apparente à une énorme procédure bâillon. À force d'attaques répétées, est-ce que ça ne provoque pas un climat d'autocensure dans les salles de rédaction qui conduit les journalistes, les travailleurs à essayer d'éviter d'être attaqués et donc d'éviter d'aller sur des sujets sensibles. Et on l'a encore vu à travers l'attaque de Madame la députée Sicard, cette remise en cause du traitement journalistique qui est pour l'instant prudent et attaqué, et du fait, est-ce que ça ne va pas conduire à ce que les journalistes se censurent dans la salle de rédaction et évitent d'aborder des sujets pour éviter d'être les cibles de harcèlement et de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux? Vous, Madame la Présidente, comment vous assurez la protection de ces journalistes et de l'ensemble des salariés du service public face à ces attaques de la part de l'extrême droite et de ces relais médiatiques? Merci, chers collègues. Pour le groupe droite républicaine, Madame Virginie Duby-Muller. Merci Madame la Présidente pour votre présentation liminaire. L'année 2024 avait été dense pour l'audiovisuel public avec les Jeux de Paris, 2 campagnes électorales majeures et un contexte d'actualité exigeant. Et je tiens à saluer les résultats de Radio France avec près de 15 millions d'auditeurs quotidiens, une part d'audience de 30,5% avec 4 antennes, France Inter, France Bleu, France Info et France Culture, parmi les 10 radios les plus écoutées. Et je souligne également les efforts numériques pour toucher un public plus jeune avec une qualité de podcast proposée. Ma première question porte sur les audiences. Comment expliquer que le succès de France Info en radio, désormais 2e radio généraliste de France, alors que sa chaîne TV peine à décoller? Ne faudrait-il pas renforcer les synergies entre radio et télévision? Et par ailleurs, la réforme de l'audiovisuel public semble aujourd'hui à l'arrêt. Quel est votre regard sur son avenir? Ma deuxième question porte sur France Inter, car même si elle reste la première radio de France, on a noté un décrochage de son audience avec une baisse de 0,6 points en fin 2025 et récemment l'éviction surprise d'Adèle Van Driet. Quelle est votre stratégie avec cette réorganisation interne? Enfin, s'agissant du pluralisme, l'ARCOM a relevé que les obligations ont globalement été respectées en 2024, tout en mentionnant plusieurs signalements relatifs à des surexpositions ou sous-expositions de formations politiques. Comment comptez-vous renforcer la transparence et la mesure du pluralisme à l'approche des élections municipales et l'an prochain de l'élection présidentielle? Enfin, la prolifération des fake news, des ingérences étrangères, sont désormais des armes au service d'une guerre informationnelle pour déstabiliser nos démocraties. Comment faire de notre audiovisuel public un outil pour évidemment un outil puissant de notre souveraineté? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente pour ces propos introductifs. D'abord, je voudrais saluer, tirer un coup de chapeau à tous les personnels de Radio France qui font face à un certain nombre de vents contraires, tant sur le point financier que aussi sur tout ce qui peut être dit sur leur travail. Et je voudrais saluer ce travail et cet engagement. Je fais partie de ces députés qui considèrent que ce n'est pas à eux, aux politiques en général, de décider des mots qui doivent être utilisés sur les antennes, pas plus que des gens qui doivent y être entendus. Parce qu'il y a un principe d'indépendance du politique et que nous ne sommes évidemment pas les mieux placés pour assurer une vision neutre. Cependant, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de débats. Et je me pose la question de la manière dont on pourrait certainement davantage, dont vous pourriez peut-être certainement davantage être en lien avec les usagers, être en lien avec les salariés, pour faire en sorte que les décisions prises soient portées plus collectivement, soient peut-être mieux comprises. Donc c'est une question vraiment que je me pose pour faire avancer la confiance en réalité qui est toujours là, et je tiens à le dire, qui est un élément majeur pour le service public, puisque c'est le média auquel les Français ont le plus confiance, mais pour participer à la faire progresser. Donc comment faire pour que les décisions prises soient peut-être davantage portées par les usagers, par les salariés? Et puis deuxième question,
De nouvelles coupes budgétaires ont été inscrites dans le budget adopté par 49.3. Vous avez déjà évoqué le fait que les coupes étaient de plus en plus dures à encaisser. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez? On a déjà vu la réduction du MOVE, on a déjà vu un certain nombre de décisions difficiles. Quelles sont aujourd'hui les conséquences que vous prévoyez de ce budget qui est maintenant à mettre en œuvre? Et croyez-moi que je regrette, évidemment, vous le savez, ces coupes. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Madame Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. L'information de proximité est un enjeu démocratique majeur, particulièrement dans nos territoires. Or, aujourd'hui, une inquiétude monte, celle d'un modèle qui hésite, qui se cherche et qui donne le sentiment d'un affaissement progressif de l'ancrage local. Depuis plusieurs années, le rapprochement entre Radio France et France Télévisions est évoqué, mais sans véritable cap, en tout cas sans vision clairement explicitée devant la représentation nationale. Dans le même temps, on observe une forme de standardisation des antennes qui interroge directement la capacité à parler à chaque territoire de sa singularité. Ma première question est simple. Quelle est votre vision de l'information de proximité dans le service public? Est-elle appelée à rester profondément territorialisée ou à s'inscrire dans un modèle plus unifié? Deuxième point, le rapprochement avec France Télévisions. La recherche d'efficacité ne peut pas se faire au détriment de la qualité. Radio et télévision, vous le savez, ne répondent pas aux mêmes temporalités ni aux mêmes exigences. Vouloir les rapprocher sans tenir compte de ces différences, c'est prendre le risque d'un affaissement des deux. Alors, quelle garantie pouvez-vous apporter à cette stratégie et que cette stratégie ne conduise pas à terme à une dégradation de l'information locale? Enfin, plusieurs évolutions récentes interrogent la cohérence d'ensemble, l'avenir incertain des matinales filmées, le développement du numérique avec l'application ici, où la question de la gouvernance éditoriale est clairement posée. Alors, comment évitez-vous que l'information locale de Radio France ne soit pas, à terme, marginalisée dans cet ensemble? L'information de proximité, Madame la Directrice Générale, ne peut pas devenir une variable d'ajustement. C'est un pilier de notre démocratie. Et à vouloir uniformiser les antennes, ne risque-t-on pas d'effacer nos territoires? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Indépendants, Madame Béatrice Piron. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, mes chers collègues. Ma question ne parlera pas d'indépendance politique ni de financement, mais de technologie. Le DAB+, et la radio numérique terrestre en France, plusieurs radios ont commencé à émettre en DAB+, depuis 2014. Cela fait donc maintenant plus de 10 ans que le DAB+ se déploie en France. Il permet une meilleure qualité de son, une réception plus stable, notamment en mobilité. Cependant, le DAB+ cherche encore sa notoriété. En 2023, c'était seulement 13% des auditeurs qui savaient de quoi il s'agissait. Sa notoriété progresse pourtant. Elle est passée de 20,9% en 2024 à 34,1% en 2025, soit une hausse de 13,2 points selon un rapport de Médiamétrie. Sur le plan énergétique, le DAB+ présente aussi un avantage structurel. Il consomme moins d'électricité, nécessite moins d'antennes et génère moins de rayonnement électromagnétique que la FM. Son niveau de consommation ne varie pas en fonction du nombre d'auditeurs, à la différence du streaming. C'est donc un enjeu environnemental majeur pour un grand média de service public comme le vôtre. Pour Radio France, les 6 stations nationales sont accessibles en DAB+, pour environ 45 millions d'habitants, soit près de 70% de la population française métropolitaine. Mais dans le même temps, les modes d'écoute de la radio évoluent beaucoup, que ce soit en voiture, passage de la FM au DAB+, mais aussi par l'intermédiaire de nos téléphones, nos ordinateurs, en direct ou par les podcasts. Ma question est donc double. Premièrement, disposez-vous de données consolidées des audiences selon les différentes options de réception, par exemple sur le DAB+, sur la FM ou en ligne? Deuxièmement, quelle est votre stratégie à moyen et long terme? Le DAB+ a-t-il vocation à se substituer progressivement à la FM ou assumez-vous une logique durable de double diffusion, sans calendrier d'extinction, malgré les gains techniques et énergétiques du numérique terrestre et à quel coût? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous avons plusieurs questions de députés, 3 en l'occurrence que je vais prendre du coup tout de suite, en commençant par Monsieur Julien Audoul, pour une durée de 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de Radio France, chers collègues, le traitement médiatique de l'assassinat du jeune Quentin aura confirmé votre absence totale de neutralité, aura confirmé également votre complaisance avec les mouvements d'extrême gauche. Sur la jeune garde, vos journalistes ne savent rien, ne disent rien. Le chef-d'œuvre de l'indécence, c'est l'édito de Patrick Cohen sur France Inter.
La violence d'extrême gauche serait provoquée par une victoire électorale future de la droite. La violence, ce serait la faute de ses futures victimes. On attendait presque qu'ils demandent « Que portait-il ce soir pour mériter ça ?» Sur la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, votre éditorialiste tranche. Il n'a jamais lui-même appelé à la violence de rue. Petite aide-mémoire pour cette amnésique. Campagne de 2022 devant les Jeunes Insoumis. Jean-Luc Mélenchon dit « Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher manu militari ». Et pour couronner le tout, sur France Info, un journaliste de l'Humilité traite Quentin de nasillon sans être repris. Pas un mot, pas un murmure. Ma question est simple. Y a-t-il un journaliste dans cet avion ? Nous ne voyons que des militants politiques aux frais des contribuables français. Chers collègues. Pour le groupe démocrate, M. Laurent Croisier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice. Madame la Directrice, je voulais évoquer avec vous mon regret profond du changement de nom des antennes locales de France Bleu. Ainsi, dans ma circonscription, et comme dans beaucoup d'autres, France Bleu Besançon est devenue ici Besançon. Cette décision est tout sauf anecdotique. En un trait de plume, le mot France a disparu du nom des 44 antennes locales de la radio de proximité du service public. France Bleu, ce nom avait une âme, une identité, une histoire. Ici n'est plus qu'une marque, vide de sens. Ici, c'est partout et donc, au fond, nulle part. Je veux dire ici mon soutien aux équipes qui, chaque jour, donnent chair aux antennes locales, qui connaissent les territoires et donnent la parole aux habitants. Ces habitants réclamaient de la proximité, des voix, des visages et une France qui s'assume. Vous leur avez offert, malheureusement, un logo. Madame la Directrice, au-delà du coût exorbitant, comment la direction de Radio France a-t-elle pu prendre cette décision, effacer le mot France du nom de la radio de proximité du service public ? Merci, chers collègues. Pour le groupe Droite républicaine, M. Éric Liégeon. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, certaines dérives dans le traitement de l'information au sein des radios du groupe Radio France posent question. Je prendrai comme exemple une chronique diffusée au printemps dernier sur France Inter, attaquant violemment la filière Comté, filière d'excellence emblématique de ma circonscription du Doubs. Durant 3 minutes, un militant engagé pour la cause animale et l'écologie s'en est pris de manière unilatérale et polémique à cette filière agricole, la qualifiant de polluante et d'écologiquement nuisible. Aucun droit de réponse, aucune mise en perspective contradictoire n'a été proposée à l'antenne, alors même que cette filière est reconnue vertueuse sur le plan environnemental par 2 études récentes de Greenpeace et de WWF. Au-delà du discrédit porté à toute une profession, cette chronique soulève donc des interrogations sur l'équilibre éditorial et sur l'usage de l'audiovisuel public pour relayer des opinions militantes. Ma question est donc simple. Alors que France Inter se targue de s'adresser à chacun en suscitant le débat, est-il normal que la première radio de France ne respecte pas toujours le débat contradictoire dans ses émissions ? Est-il normal, dans le cas évoqué, que l'argent du contribuable soit utilisé pour relayer une prise de position aussi radicale et mensongère ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Les questions poussent comme des champignons, donc j'en ai 4 de plus. En commençant par M. Jean-Claude Roux pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation d'activité du groupe Radio France, dont le succès dérange parce qu'il montre son ampleur. Merci d'avoir rappelé son action face à quelques-uns des dangers qui nous guettent, les reculs de la science, les risques de désinformation et des questions qui reviennent trop régulièrement, auxquelles, de façon tout à fait prévisible, un nouvel écho s'est ajouté ce matin, comme chaque semaine ou presque, mais là, certains se sont surpassés dans l'ignominie. Vous avez utilisé tout à l'heure, Madame la Présidente, le terme de dénigrement. Là, c'était une accusation frontale. Je constate que la précision des mots dérange beaucoup moins quand il s'agit des médias aux ordres. Nous déplorons ces accusations de partialité du service public parce que lui n'est pas aux ordres, justement, et il reste l'un des derniers remparts contre la déferlante de la fabrique du doute et de la manipulation de l'opinion publique. Donc, Madame la Présidente, comment garantir le pluralisme et la vérification des faits, car l'objectivité coûte de plus en plus cher, avec des moyens en baisse. Merci. Chers collègues, pour le groupe démocrate, Madame Géraldine Bagné.
Oui, c'est plus une réaction par rapport à ce qui a été dit. Par rapport à Monsieur Liégeon, je rappelle qu'il y avait on avait voté dans le PLOA un article qui disait que le service public doit donner l'image la plus juste possible du métier d'agriculteur. Donc peut-être que fait le service public pour essayer de corriger l'image parfois injuste qui est donnée des agriculteurs victimes d'agribashing. Et puis j'aurais une réaction que je fais par rapport à ce que j'entends ce matin, vilipendé par certains groupes politiques, ostensiblement soutenu par le bord opposé. Comment est vécue cette période où l'on semble quelque peu tenté d'instrumentaliser le service public? Comment rappeler et convaincre le public de la neutralité fondamentale du service public audiovisuel? Merci, chers collègues. Pour le groupe Droite républicaine, Madame Frédérique Meunier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, moi je suis très attachée au service public, à Radio France, à France Télévisions. Mais je ne peux pas être dans le déni systématique et vous mettre toujours sur un piédestal, même si je sais que vous êtes une femme de rigueur. Et je suis quand même perturbée quand vous dites que l'audiovisuel est injustement dénigré. Un article du Figaro du 3 décembre 2025 écrit « Chute des audiences, dérive idéologique, commission d'enquête, c'est la panique à Radio France ». Rien ne va plus au sein de la maison ronde, secouée par des affaires mettant en cause la partialité de certains de ses journalistes. France Inter, sa station phare, a perdu près de 500 000 auditeurs. Elle est critiquée à droite comme à gauche, en externe comme en interne. Alors, est-ce que vous êtes en déni? Est-ce que là aussi, c'est mensonger? Je voudrais bien avoir votre sentiment pour qu'on puisse nous aussi relayer les bons propos. Merci. Merci, chers collègues. Et enfin, pour le groupe socialiste, M. Belkir Belhaddad. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Nous avons eu l'occasion de visiter avec le groupe de travail des Jeux Olympiques Paris 2024 vos locaux et le travail qui a été mené, le formidable travail qui a été mené à cette occasion. Je voulais vous en remercier. J'ai eu aussi l'occasion d'être présent et d'avoir visité les nouveaux locaux d'Issy-Lorraine dans ma circonscription à Metz. L'occasion pour moi de rappeler mon attachement au service public de l'information de proximité, essentiel pour rendre accessible à toutes et à tous une information indépendante, vérifiée, ainsi animer la vie et le débat démocratique de notre pays. Cependant, la décision a été prise récemment d'arrêter le dispositif vidéo des matinales d'ici. Une diffusion vidéo des matinales sur les plateformes numériques et parfois sur les canaux linéaires, ce qui permettait une diffusion globale des matinales d'ici. Un enjeu important, notamment face à la désinformation, le plus souvent véhiculée sur les réseaux sociaux. Une cinquantaine d'emplois seraient menacés pour une économie espérée d'1 à 2 millions d'euros par an du côté de France Télévisions pour ici. Je souhaiterais savoir ce qu'il en est, ce qui a motivé cette décision. Ici, compte tenu de ces effets, il pourrait être envisagé de revenir sur cette décision. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Présidente, beaucoup de questions, on l'espère, beaucoup de réponses. Merci, Monsieur le Président, merci, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, ce sont beaucoup de questions qui vont me permettre d'évoquer pas mal d'enjeux que nous avons dans l'actualité. Alors, tout d'abord, sur le traitement que nous avons fait sur nos antennes du décès du jeune Quentin à Lyon. Je voudrais d'abord rappeler que dès le vendredi, nous avons régulièrement informé de la situation nos auditeurs, envoyé durant le week-end 2 reporters sur place pour comprendre. Et je voudrais d'abord rappeler une chose, c'est que contrairement aux réseaux sociaux qui peuvent se permettre de faire des commentaires sans vérifier, jamais nous n'énonçons des faits ou des qualifications sans avoir l'ensemble des informations, que ce soit issues de ce que le procureur peut nous dire, de ce que les services d'enquête de la police peuvent nous dire. Donc nous avons actualisé heure par heure les informations qui étaient connues pour pouvoir décrire le plus justement possible et avec le plus de précision ce qui avait pu se produire dans un contexte où nous avons tous conscience que de tels drames suscitent une émotion dans le pays qui est considérable, peuvent conduire aussi à hystériser la situation.
ça peut avoir des répercussions. Donc nous avons une responsabilité dans la manière de les traiter. Donc nous avons cherché à dire sur nos antennes ce que nous pouvions savoir heure par heure. Et nous avons, je pense, voilà, au fur et à mesure des heures et des jours, pu être de plus en plus précis. Et nous savons aujourd'hui voilà, que l'enquête continue, qu'il y a des personnes qui sont actuellement écoutées, 6 personnes qui sont actuellement écoutées. Donc nous en rendons compte de la manière la plus juste. Et je pense que, voilà, le faisant, nous sommes dans nos missions. L'édito de Patrick Cohen sur le sujet a été cité. En réalité, il en a fait 3 depuis lundi matin sur le sujet, tellement c'est un sujet aujourd'hui qui est dans le débat public. Et les différents éditos qu'il a pu donner montrent à chaque fois, voilà, la nécessité, en tout cas que dans ces éditos, Patrick Cohen essaie de prôner de prise de recul sur des événements et à la fois sur les commentaires que suscitent les événements. Et là aussi, je pense que c'est dans notre rôle en tant que média de service public d'essayer à la fois de dire les faits de la manière la plus juste et également d'essayer de donner du recul par rapport à ce qui est en train de se produire dans le contexte absolument dramatique de ce décès, le décès d'un jeune. Personne ne peut l'admettre, c'est ce qu'il y a de plus dur, et l'émotion que ça suscite, bah, ça doit faire partie aussi de l'analyse qui est faite sur nos antennes. Madame Calvez, Madame la députée, vous avez rappelé des résultats et des avancées que nous avons menées, que je n'avais pas eu le temps de détailler dans mon propos introductif, et je vous en remercie. Nous sommes effectivement très actifs sur l'éducation aux médias, sur l'éducation aussi à la culture. J'ai rappelé dans mon propos introductif que c'est 500 heures par semaine de savoir et de connaissances que nous diffusons, avec un objectif de transmission de la connaissance qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans aucun média en France. Que nous nous efforçons de rendre accessible sur notre application, notre plateforme Radio France, l'application et le site, à la fois de manière délinéarisée, l'ensemble de ces contenus de connaissances, mais aussi ce que produisent de grandes institutions, Collège de France, Commissariat à l'énergie atomique, INSERM, beaucoup de grandes institutions, de manière à rendre les choses accessibles à tous. Et je pense que ce faisant, voilà, nous sommes dans le cœur de nos missions et que ça contribue aussi à l'objectif de cohésion sociale qui fait partie de nos missions. Monsieur Aymeric Caron, vous avez évoqué la situation à Gaza. Et c'est un sujet que nous avons eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises. Sur le terme et la qualification des événements qui sont produits à Gaza, vous avez rappelé toutes les institutions diverses qui emploient le mot de génocide. En tout cas, vous en avez rappelé une partie. C'est un sujet qui, faisant l'objet de débats, ce n'est pas à nos antennes de prendre parti. En revanche, nos antennes ne prennent pas parti sur ce type de problématique-là. Nos antennes, en revanche, elles ont couvert ces événements avec un nombre d'heures qui permettait de faire connaître à l'opinion publique ce qui pouvait s'y passer, les événements, la gravité des faits, et c'est ce que nous avons cherché à faire. C'est très différent de le faire dans des tranches d'information, et ça a beaucoup occupé nos antennes, et de le faire dans le cadre de billets d'humoristes. Et Sophie Aram n'intervient sur nos antennes pas comme journaliste, ce qu'elle n'est pas, elle n'a pas de carte de presse, elle intervient sur nos antennes exclusivement comme humoriste. Et c'est bien le cadre de son intervention sur nos antennes. Madame la Présidente. Je vous demande juste une... Non. Attendez. Monsieur Caron, vous avez le droit de ne pas apprécier la réponse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la réponse, mais vous ne coupez pas les invités. C'est pas le café du commerce ici, c'est l'Assemblée nationale. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous plaît pas, effectivement, vous trouvez d'autres modalités pour vous exprimer. Mais ici, on écoute nos invités. Allez, on va poursuivre, on va écouter les réponses parce qu'il y a plein d'autres questions. Non, la réponse ne vous plaît pas.
la réponse ne vous plaît pas, mais si la réponse ne vous plaît pas, je l'entends, eh bien vous vous écrivez directement à Madame la Présidente si vous voulez en débattre avec elle. Mais ici il n'y a pas que vous, Monsieur Caron. Il y a d'autres députés qui ont posé des questions et qui veulent des réponses. Je vous remercie. Le débat est clos. Je vous remercie. Le débat est clos. Madame la Présidente. Mais oui, absolument. C'est utile pour que les Françaises et les Français voient un peu comment ça se passe dans ces commissions, savoir si elles sont efficaces ou elles ne sont pas efficaces. Si allez, on poursuit. Cinéma, ou si vraiment on peut avoir des débats. Monsieur Caron. Et d'ailleurs, exprimer des désaccords. Monsieur Caron, c'est soit vous vous calmez. Monsieur Caron, c'est soit vous vous calmez, et on poursuit, soit vous quittez la salle. C'est au choix. Non mais c'est. Non. On a tous écouté les questions des uns et des autres. On va peut-être pouvoir entendre les réponses de la présidente aux questions de vos collègues. Voilà. Allez, on va poursuivre. Madame la Présidente, je vous en prie. Tout le monde va respirer un grand coup et ça ira mieux. Allez. Madame la Présidente, je vous en prie. Bon. On arrête là. On arrête là. On arrête là. Madame la Présidente, je vous en prie. Voilà, ça fait partie de sujets que nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer dans le cadre de la commission d'enquête, puisque Madame Hadizadeh, vous nous rappeliez les débats nombreux que nous avons eus dans cette commission sur le traitement éditorial qui concerne nos antennes et qui ont donné l'impression à beaucoup de nos salariés qu'il existait un climat aujourd'hui quelque part, ne reconnaissant pas ce qui se passe sur nos antennes. Vous avez parlé de procédure Bayon. Moi, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui, et ce que la période nous montre, c'est que pendant des années, il y a eu le fantasme de pression qui était occulte, peut-être caché sur les médias de manière générale et peut-être de service public. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette pression, elle est très visible. Elle est à la une de certains médias, elle se déroule aussi dans certains échanges. Et donc, je suis heureuse qu'on ait aussi des occasions, dans les différentes instances, dans cette audition aussi, de pouvoir revenir à la réalité des faits de ce qui se produit sur nos antennes. Et ces auditions doivent être, je pense aussi, l'occasion pour nous de rétablir le travail que nous menons pour redonner à nos salariés la fierté qu'ils sont en droit d'avoir sur le travail qui est accompli au quotidien avec l'ensemble des missions qu'ils accomplissent. Vous l'avez dit, ça a engendré un mal-être qui est certain parmi beaucoup de salariés. On voit qu'il y a des journalistes qui ont été pris à partie sur le terrain, y compris dans les radios locales. Donc nous avons dû mettre en place à diverses reprises des procédures de protection, de surveillance pour certains de nos journalistes qui se font aussi harceler sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au-delà de ce que nous faisons comme employeurs, de manière plus générale, la réflexion sur la protection des journalistes pourrait être un sujet aussi à évoquer avec le législateur à l'avenir, puisqu'on voit à quel point le métier d'informer est devenu un métier difficile, voire dans certains cas dangereux, avec des mises en cause personnelles qui n'existaient pas avant. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à Radio France. J'ai vu en 10 ans comment on était passé d'une époque où il y avait une certaine déontologie à une époque de guerre médiatique, d'intimidation, de pression, voire de dénigrement. Et je pense que c'est important aussi pour le législateur d'en prendre la mesure. Alors, Madame Dubié-Muller, vous avez salué nos résultats et évoqué aussi la situation de France Inter, qui a été évoquée également ensuite par d'autres élus, notamment Madame Frédérique Meunier, sur les audiences de France Inter. Donc, je vous remercie de ces questions parce que ça va me permettre de pouvoir réexpliquer la situation telle qu'elle est en réalité. J'ai été très choquée de la couverture médiatique qui a accompagné les nominations que j'ai faites récemment, notamment à la tête de France Inter. Pour une raison simple, c'est que Adèle Van Rett quitte France Inter avec des audiences plus élevées que quand elle y est arrivée. Alors c'est vrai, et d'ailleurs le Figaro, l'article de Judith Weintraub qui a été cité, faisait état
d'audience qui était plus difficile dans les 2 mois de rentrée. Je vous rappelle que dans cette période-là, nous avons eu une semaine de grève qui était liée au contexte économique que nous avons à mettre en œuvre, qui ont évidemment pesé sur les audiences que nous avons eues. C'était dans un contexte qui était très particulier, avec des changements sur la grille, et comme tout changement, ça conduit aussi à une période d'adaptation. Mais les audiences de novembre et décembre, qui ont été rendues publiques par Médiamétrie début janvier, montrent que les audiences de France Inter sont de 7 200 000 auditeurs chaque jour. Jamais une antenne de radio dans ce pays n'a franchi le seuil des 7 millions d'auditeurs quotidiens. Donc je pense qu'il faut reconnaître que les audiences de France Inter aujourd'hui sont toujours à un niveau historique et qu'il n'y a aucun trou d'air, bien loin de là. Après, Madame Van Rett était directrice de France Inter depuis 4 ans. Des changements d'équipe, c'est quelque chose de normal. Il m'appartient de nommer les meilleures équipes au bon endroit et au bon moment. Et il se trouve qu'au début d'année, c'est le moment qui est important dans chacune de nos stations de radio, puisque se préparent les grilles de rentrée à partir du mois de mars. Donc on a besoin d'avoir des équipes qui soient installées. Et nous savons tous que dans les prochains mois, et d'ailleurs on les a déjà aujourd'hui, nous allons avoir des débats politiques qui vont être très importants dans le pays, des débats aussi culturels, sociétaux. Et la personne à qui j'ai confié la direction de France Inter, qui est une journaliste très reconnue, Madame Céline Pigalle, une très grande professionnelle, aura la tâche de faire en sorte que dans une antenne comme France Inter, qui va contribuer à faire vivre ces débats, il y ait à la fois la contribution des programmes et de l'information, puisque c'est sa spécificité, pour éclairer ces débats de manière très différente à ce qu'on peut voir aujourd'hui, y compris dans notre groupe avec France Info, sur les chaînes d'information. Donc ça sera son rôle. Dans cette réorganisation, j'ai donc annoncé 3 nominations de 3 grands professionnels de l'information. Madame Céline Pigalle à France Inter, Monsieur Laurent Guimier pour le réseau ici, et Madame Agnès Varamian comme directrice de l'information. Ce sont 3 grands professionnels qui vont nous permettre d'aborder les prochaines échéances avec des équipes très mobilisées. Madame Tallier-Polian, juste avant, Madame Duby-Muller, vous avez parlé de la prolifération des fake news. Je ne peux que confirmer ce que vous dites. Et c'est vrai que nous vivons aujourd'hui dans un monde de véritable guerre informationnelle, qu'on a l'obligation de s'y préparer et que c'est un enjeu de souveraineté pour notre pays. Il y a un rapport qui a montré que la France, en 2024, avait été le 2e pays faisant l'objet de manipulations médiatiques de la part de la Russie. C'est dire combien l'enjeu est important pour nous et pour notre pays, et que nous avons l'obligation d'avoir des médias qui sont suffisamment armés pour pouvoir détecter ce qui se passe dans toutes les sphères numériques, dans lesquelles aujourd'hui on a à la fois le meilleur comme le pire. On a devant nous aussi tous les outils d'IA. J'ai évoqué les assistants vers lesquels les Français se tournent de plus en plus massivement pour s'informer sans plus recourir à des médias d'information. Ça me semble être le danger à venir sur lequel il faut absolument que tous, on se penche, médias, législateurs, parce qu'on va avoir dans les prochaines années une transformation radicale du paysage informationnel, avec un risque que les médias se retrouvent hors circuit si ce sont vers ces assistants que le grand public se tourne pour s'informer sans aller à la source, en s'assurant d'avoir des sources qui vérifient l'information et qui répondent à des obligations de déontologie auxquelles ces assistants-là ne sont évidemment pas soumis. Je pense que c'est un enjeu considérable, mais en tout cas ça anime beaucoup de réflexions. On a mené une évolution de notre gouvernance cette année en 2025 pour pouvoir répondre davantage à tous ces défis liés à l'intelligence artificielle, en créant une cellule qui s'appelle la cellule Cortex, qui expérimente de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter l'information qui s'est démultipliée. C'est ce que nous avons fait par exemple avec l'ensemble des données
extrêmement importante rendue publique à l'occasion de l'affaire Epstein, et nous la traitons par exemple avec des outils d'intelligence artificielle. Donc c'est à la fois un outil considérable, mais c'est aussi une menace, et en tout cas il faut que les médias soient une solution à ce que l'intelligence artificielle peut apporter de pire dans les années qui viennent en matière de fake news et de manipulation ou de mauvaises informations. Madame Talley-Polian, vous avez rappelé l'importance de la confiance du public dans les antennes du service public, qui est étayée étude après étude. D'ailleurs, nous avons, dans les dernières études, 80% des Français jugent que nos radios de service public sont utiles. Ça montre la confiance que les Français ont dans nos médias. Et pour nous, l'élément principal pour justement continuer de faire vivre cette confiance, c'est que nos antennes continuent d'être écoutées toujours de la manière la plus importante, que nos offres numériques continuent d'avoir des succès. Et tout à l'heure, je rappelais le chiffre de 1 milliard d'écoutes supplémentaires en 2025 par rapport à 2024. Pour moi, c'est le signe de la confiance des Français dans nos offres, puisqu'ils se tournent massivement vers nos contenus et directement, désormais de plus en plus, vers nos plateformes pour écouter nos contenus. Donc vraiment, c'est ça l'effort vers lequel nous concentrons tous nos moyens, faire en sorte que l'on soit utile pour que les Français viennent se tourner vers nous et qu'ils aient confiance en nous dans ce que nous produisons comme information et dans l'ensemble des autres contenus que nous leur proposons. Oui, il y a eu des coupes budgétaires importantes par rapport à l'année 2024 et par rapport au budget initial 2024. Aujourd'hui, il y a un écart qui est de 20 millions d'euros par rapport au budget prévu dans le PLF 2026. C'est un écart de 40 millions d'euros en 2026 par rapport à ce que prévoyait la trajectoire du COM qui avait été négociée avec l'État pour les années 2024 à 2028. Donc nécessairement, ça a conduit à des efforts d'ajustement qui sont absolument considérables et qui, pour certains d'entre eux, sont de réels sacrifices. Il n'y a plus de gras dans nos radios de service public. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on aborde la question des économies, on est obligé de faire des vrais choix et des choix importants. Et parmi les choix que j'ai annoncés et que j'ai souhaité faire, c'est tous les choix qui concernent l'accélération de notre transition numérique. Le premier choix, vous l'avez rappelé je crois, c'est de changer l'antenne de Move, qui était une antenne dans laquelle nous avions des programmes à la fois parlés et musicaux, qui est devenue une antenne 100% musicale, ce qui nous a conduit à réduire très fortement le nombre de personnes qui travaillent sur cette antenne, qui a vocation à n'être plus diffusée que sur le digital. En ce faisant, nous accélérons la transition qui reflète l'évolution des usages des jeunes qui, aujourd'hui, écoutent massivement la musique sur le digital. Si nous n'avions pas eu cette pression sur les économies, sans doute que cette transition, on aurait pris plus de temps pour la faire. Deuxième élément de transition important, c'est l'accélération de l'évolution de notre distribution vers une évolution plus digitale. Et c'est Madame Piron, je crois, qui m'a posé la question justement de l'évolution de notre distribution de stratégie vis-à-vis du DAB+. Le DAB+, c'est effectivement un nouveau mode de distribution qui est plus favorable à l'environnement, puisqu'il est et consomme moins d'électricité, qui est beaucoup moins coûteux et qui s'hybride beaucoup plus avec toutes les technologies numériques. Il y a un dernier avantage qu'on cite peu, c'est le fait qu'il permet de mettre en place un système d'alerte aux populations en déclenchant automatiquement le poste de radio, y compris en sélectionnant les zones géographiques où peuvent se faire ces alertes à la population. Donc c'est une technologie d'avenir. Et aujourd'hui, nous n'avons évidemment pas les moyens dans la durée de continuer à diffuser de manière double, à la fois en hertzien, donc sur les fréquences FM, et sur le DAB+.
Ce qui m'a conduit à annoncer au printemps dernier une évolution que nous allons nous efforcer de mettre en œuvre cette année. Et nous nous fixons l'objectif de l'été prochain sur l'évolution de notre distribution avec une extinction de certains émetteurs FM pour se concentrer sur une diffusion en DAB+, qui devra couvrir à la fin de l'année 80% du territoire français. Donc en 10 ans, la diffusion et l'extension de la couverture du DAB+ a beaucoup progressé, mais c'est difficile. Et on le voit avec l'exemple suisse, le service public, même si on prend les devants pour donner un signal et montrer notre engagement dans cette transition digitale de la distribution, on ne peut pas le faire seul. Les Suisses, le service public suisse a supprimé toute sa diffusion hertzienne pour aller vers le DAB+, avec une perte d'audience qui a été absolument massive, qui montre que ce n'est pas un seul acteur tout seul qui peut conduire à ces changements d'usage du grand public. Il y a besoin de campagnes de communication pour que le public s'équipe en post DAB+. Il y a besoin que l'ensemble du secteur pousse et auprès des auditeurs de radio cette nouvelle technologie. Ça veut dire que l'ensemble des acteurs publics et privés doivent avoir de manière claire le chemin qui est donné pour l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir une transition totale vers le DAB+? Est-ce que le DAB+ coexistera avec l'AFM? Ce sont autant de questions sur lesquelles aujourd'hui, on a besoin d'avoir une clarification des prochaines étapes de l'évolution de la distribution en France, pour nos services publics, pour les acteurs privés également, parce que ça permettra à l'ensemble des acteurs d'accompagner aussi le public dans cette évolution des usages. L'ARCOM a publié un livre blanc en 2024 qui prévoyait un certain nombre de conditions pour justement pouvoir clarifier l'évolution de la distribution dans notre pays. Par exemple, quand des fréquences FM sont rendues, est-ce qu'il faut qu'elles soient redistribuées? Si c'est le cas, évidemment que ça n'encourage pas à la transition vers le DAB+. Donc il y a un environnement à la fois législatif et il y a aussi un certain nombre de conditions qui sont nécessaires, ne serait-ce que pour donner aux acteurs privés les signaux nécessaires à ce qu'ils prennent les bonnes décisions économiques. Nous, acteurs publics, tout comme les radios privées, n'avons pas les moyens dans la durée de continuer à payer intégralement pour les deux systèmes de distribution. Et on a besoin d'avoir une clarification de l'objectif qui nous est fixé à tous. Voilà, j'insiste un peu, mais c'est un sujet qui est extrêmement important pour l'avenir du média et important aussi, évidemment, économiquement. Je relève une chose, c'est qu'au niveau européen, puisque je préside le comité radio de l'Union européenne des radiodiffusions. Au niveau européen, il y a des pays qui sont très avancés dans cette transition. Il y a des pays qui sont allés très loin, la Norvège, la Suède. Au Royaume-Uni aussi, ils annoncent régulièrement qu'ils s'orientent vers une extinction de l'AFM au profit d'une diffusion uniquement en DAB+. Les Allemands sont également dans cette dynamique-là, même s'il n'y a pas encore de date qui soit fixée. Donc on voit qu'en Europe, c'est une technologie qui fait l'objet d'une adoption de plus en plus large. Et ça compte beaucoup parce qu'aujourd'hui, quand les constructeurs automobiles s'équipent, ils équipent leurs véhicules pour toute l'Europe et pas simplement pour un pays. Donc ils regardent ce qui se passe sur l'ensemble du continent européen. Alors, autre question très importante qui m'a été posée, Madame Engelmann, ça concerne les infos, l'information locale et comment vont évoluer nos radios, avec quel rapprochement avec la télévision. Il y a un premier élément d'actualité qui est important et qui concerne nos matinales filmées. Effectivement, moi je le regrette beaucoup. C'est très dommage. C'est vrai qu'on a eu l'annonce récemment du fait de la trajectoire budgétaire de France Télévisions, de leur décision de réduire les financements consacrés à ces matinales filmées. On a essayé d'évoquer avec France Télévisions toutes les alternatives possibles et ça se traduit par une diminution des financements concernant l'édition visuelle de ces matinales filmées.
Ce qui veut dire que nos radios vont continuer de faire de la radio. En tout cas, il y aura toujours un contenu éditorial de très grande qualité, puisque l'information locale continue d'être faite et d'être mise en radio par nos équipes, mais c'est sur l'édition visuelle et donc ce qui sera diffusé à la télévision il faudra qu'on trouve une autre manière de faire l'image pour que ça reste des formats de qualité et qui continuent de trouver leur public, puisque c'est bien la dynamique sur laquelle nous étions, avec un accroissement d'audience ces dernières années de ces matinales filmées. Donc il faut qu'on y arrive. C'est un enjeu important parce que je pense comme vous que l'information locale, c'est un véritable enjeu pour tout un ensemble de raisons. Déjà, il y a des études récentes qui ont montré à quel point l'information locale, c'est aussi une manière d'engager les citoyens dans la vie collective. Et par ailleurs, c'est un secteur dans lequel il y a de plus en plus de la désinformation. On a identifié récemment des réseaux de faux comptes qui étaient sans doute animés par des cellules liées à la Russie qui produisent une désinformation massive en prenant l'identité de sites d'information locale. Pour moi, qu'est-ce que montre cette question des matinales filmées ? Elle montre une chose, c'est que les coopérations radio et télévision, ça coûte de l'argent, que la mise en image de la radio, ça coûte de l'argent, et que pour pouvoir réussir ces coopérations, on a besoin d'avoir des trajectoires financières qui permettent de les accompagner. Par ailleurs, il y a un élément de coopération sur lequel on sait que ça n'a produit ces dernières années que des résultats extrêmement positifs, c'est le numérique. Puisqu'en numérique, ça veut dire que on rassemble nos forces, on rassemble nos contenus pour avoir des plateformes qui soient plus puissantes, plus visibles. C'est la réussite de France Info et c'est la réussite également d'ici, dont l'audience en un an a cru de 80%. C'est 13 millions de visiteurs uniques mensuels. C'est un énorme succès sur Ici. Ici, qui est la nouvelle marque qui a remplacé France Bleu. Et j'en profite pour répondre à la question de Monsieur Croisier sur le sujet. France Bleu était une marque générationnelle. C'était issu de radios générationnelles. Je les écoutais moi-même en Haute-Marne chez mes grands-parents quand j'étais enfant. C'est des radios qui étaient dédiées aux personnes âgées, les fameuses radios bleues. C'est ce nom-là qui avait été gardé par le réseau France Bleu. Et nous avons décidé ces dernières années que, à la fois, dans le cadre de cette coopération avec France Télévisions, parce que le nom France 3, France Bleu, pour une plateforme numérique ou pour des antennes, c'était pas très attractif pour le public, mais surtout que ça continue de renvoyer à cette marque qui avait été très datée, très générationnelle. Et on a souhaité donner un nom qui dise précisément ce qu'apportent ces médias, à savoir des contenus concernant de ce qui se passe au quotidien et de l'information qui est 100% locale. C'est pour ça qu'on a choisi cette nouvelle identité qu'on a installée tout au long de l'année. On sait qu'une nouvelle marque, ça met du temps à s'installer, mais j'y crois très fortement et je pense que dans quelques années, on dira que c'était un changement qui a permis de faire en sorte que ce média public ait une image moderne, montre son utilité et dise clairement ce qu'elle veut dire pour le public auquel elle s'adresse. En tout cas, les audiences numériques de la plateforme Ici montrent que sur le numérique, ce nom-là est déjà adapté par le public et rencontre vraiment le public auquel il s'adresse. J'ai eu une dernière question de Madame Géraldine Bagné sur l'image des agriculteurs. Et Monsieur Légeon aussi. On s'efforce sur ce sujet. D'ailleurs, vous avez cité un reportage dans lequel avait été donnée la parole à quelqu'un concernant la fabrication de la filière faite par la filière Comté. On est extrêmement vigilant sur l'ensemble de nos antennes à équilibrer les choses. Alors je sais qu'à un moment donné, il peut y avoir un reportage, un interview, une chronique qui donne
un angle, un point de vue, mais on veille, et nos équipes y veillent, pas pour s'auto-censurer, mais simplement pour éclairer le débat, éclairer l'opinion, à faire en sorte que, voilà, il y ait tous les points de vue qui puissent être exprimés. On a eu le même débat, et je cite, sur la loi du plomb. Et c'est la raison pour laquelle, sur notre application, nous avons d'ailleurs mis en ligne aujourd'hui une verticale, justement sur la loi du plomb, pour montrer de quelle manière on l'a traitée, avec tous les points de vue, avec les angles scientifiques, d'une part, pour rappeler les faits, avec ensuite les débats politiques qui se positionnent sur ces faits. Donc on a essayé de montrer l'exhaustivité et la diversité des traitements que l'on donne à une question. On est extrêmement vigilant sur toutes les questions qui concernent l'agriculture. On sait que voilà, combien ça concerne voilà, nos publics, combien ça concerne les citoyens, et on essaie vraiment de donner la perception la plus diverse possible sur nos antennes nationales, sur nos antennes locales aussi, qui font des journées spéciales, qui donnent la parole aux agriculteurs sur les micros des locales, dans les micros des locales d'ici, de manière très régulière. Et on essaie vraiment, au contraire, de valoriser ce qui est fait de positif, tout en voilà, rappelant les sujets de débat et de questionnement qui peuvent se poser sur les sujets environnementaux, notamment. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on essaie d'avoir voilà, le traitement le plus large et le plus diversifié possible. Alors, a été rappelé, je disais, l'article de Figaro Magazine de Judith Ventrop qui décrivait tout un tas de... alors, je ne sais plus si elle parlait de trous d'air ou s'agissant de nos antennes. J'ai trouvé cet article, et je l'ai dit au directeur du Figaro, d'une part, pas très exact sur les faits, disant par exemple que RFI appartiendra à Radio France. Vous êtes les premiers à savoir que RFI, c'est France Média Monde, et je pense que quand vous voudrez parler de RFI, vous parlerez à Marie-Christine Saragosse et pas à Sybille Veil. Donc il y avait à la fois des inexactitudes factuelles qui étaient très étonnantes, l'utilisation d'une étude de l'Institut Thomas More qui était extrêmement surprenante par les biais méthodologiques qu'elle recelait. Et encore une fois, sur les audiences, je pense que les audiences de France Inter, ces dernières années, qui sont au-delà des 7 millions d'auditeurs par jour, montrent que c'est une antenne qui continue à attirer le plus grand nombre et la plus grande diversité d'auditeurs. J'espère avoir répondu à peu près de manière exhaustive. C'est large. Alors, c'est une question qui est très large. Nous sommes, comme tous les services publics, soumis à des obligations de neutralité, de réserve dans l'expression publique de nos différents collaborateurs, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc ça, c'est le principe de neutralité. Après, en ce qui concerne ce qui se passe sur nos antennes, il y a un principe qui doit être sur lequel l'ARCOM doit veiller, puisque le seul texte de loi qui cite ce principe-là s'agissant de l'audiovisuel public, c'est la loi de 86 sur l'ARCOM, qui demande à l'ARCOM de veiller à deux choses, c'est que nous soyons indépendants et impartiaux dans notre traitement à l'antenne et éditorial. Et ça fait évidemment partie de ce à quoi, en tant que présidente de Radio France, je veille au quotidien. D'une part, l'indépendance, donc éviter qu'il y ait des pressions. Et quand il y en a, je ne le redescends pas aux équipes. Et par ailleurs, veiller à l'impartialité. C'est une question sur laquelle je peux dire avec beaucoup de sérénité que ce qui se passe sur nos antennes est le reflet d'une exigence dans le travail de nos équipes qui est quotidienne. Et souvent, malheureusement, on extrait des antennes quelques minutes, quelques secondes pour en tirer des conclusions. Or, ce qu'on fait sur nos antennes, ce qui passe sur nos antennes, il faut savoir que chaque année, c'est 1,5 million d'heures d'antennes. Donc ça veut dire que on ne pourra jamais réduire nos antennes à quelques secondes ou une minute qui peut être polémique ou instrumentalisée.
Et sur l'ensemble des questions, les équipes, et ça fait partie de travaux qui sont collectifs, les travaux qui sont dans nos rédactions, ce sont des processus collectifs de validation de la hiérarchie des sujets, du traitement éditorial, du choix des invités, et qui sont faits avec beaucoup de scrupules, beaucoup de professionnalisme pour justement être tous les jours à la hauteur de cette obligation d'impartialité. Et voilà pour cette audition de Sybille Veil que vous pouvez retrouver sur lcp.fr et sur tous nos réseaux puisque LCP est partout. Prochaine audition à suivre, Delphine Ernotte, ce sera dans un autre épisode. À bientôt.